par Jean-Pierre Petit, donc 54 ans, directeur de recherche au CNRS. Il est ingénieur en aéronautique de formation. Je dis tout ça pour montrer que vous êtes un homme sérieux, parce que parfois il y a des gens qui se posent des questions. Vous avez publié un ouvrage sur les ovnis, et puis là, vous allez un peu plus loin, puisque chez Albin Michel, vous publiez cette enquête sur des extraterrestres qui sont déjà parmi nous. Et l'histoire que vous nous contez au tout début de ce livre est proprement fantastique, puisque vous nous racontez qu'en 1934, il y a eu des essais radio à bord d'un navire de pêche norvégien, que ces essais radio sont allés vers le ciel et qu'ils ont fini par toucher au bout de 15 ans une planète qui s'appelle Humo. Et donc cette planète, au bout de ces 15 années-lumière, a été touchée par ces signes qui venaient de Terre. Et les Humides, donc les habitants d'Humo, ont décidé, puisqu'ils avaient vu ce petit signe qui venait de la Terre, ils ont décidé de venir parmi nous, ce qu'ils ont fait l'année suivante. Et alors, d'abord, je voudrais préciser une chose, c'est en accord avec ma direction générale, je parle au nom de Jean-Pierre Petit, directeur. Et non pas du CNRS, on est d'accord. Et non pas du CNRS. Bon, je suis absolument pas marginal. Et ensuite, je veux dire, bon, enquête sur des extraterrestres qui sont déjà parmi nous. Ma position, moi, c'est que j'ai étudié pendant 15 ans un dossier, j'ai planché sur les données scientifiques qui étaient dedans, et j'en ai sorti une solution de l'équation d'Einstein, de la relativité générale. Donc c'était un travail d'un assez haut niveau, et j'aurais pas pu faire ce travail-là si j'avais pas eu ces données scientifiques présentes dans ces textes. Donc ceci, plus un certain nombre de faits qui sont racontés dans le livre, me laisse à penser que la probabilité pour que ce dossier soit d'origine terrienne me paraît faible. Vous voyez, la position des scientifiques, c'est pas je crois et c'est pas le présent. La probabilité me paraît faible. Maintenant, si un jour on pouvait m'amener les 5 PP cosmologistes qui sont amusés pendant 28 ans à envoyer des documents et des informations scientifiques à titre de farce, vous ne seriez pas gêné d'être confondu? Eh bien, je dirais, bon, à ce moment-là, vous m'avez manœuvré pendant 15 ans, chapeau. Simplement, je pense qu'il est peu probable que ça se produise. Alors, expliquez-moi pourquoi, parce que c'est vrai que votre théorie est très séduisante, bien entendu, mais pourquoi vous êtes persuadé que cette arrivée donc des extraterrestres s'est passée en 1950, pas très loin de Digne, etc. Ça me paraît étonnant. Je suis pas persuadé. Vous voyez, il y a un tas de papier qui fait 1500-2000 pages, dans lequel il y a deux choses. Il y a un aspect, si vous voulez, anecdotique, avec ce que ces textes racontent. Nous sommes arrivés en 50, nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Ça, j'ai aucune preuve que ce soit vrai. Maintenant, la seule chose que je dis, moi, c'est que là-dedans, il y a des informations scientifiques de très haut niveau, solides, que la présomption donc du canular grossier me paraît peu probable, que la manipulation par un organisme genre CIA aussi me paraît peu probable, et puis de quel côté qu'on tire les ficelles de ce dossier, on trouve des choses assez curieuses. Alors, vous savez comment sont les journalistes, ils aiment recouper leurs sources, j'imagine qu'un scientifique fait la même chose. Est-ce que vous êtes persuadé de l'origine de vos sources? D'abord, comment vous arrivent ces papiers, ces informations, ces messages? Je veux dire que ça a commencé il y a 15 ans. Un de mes collègues, qui était astronome, m'a dit, tiens, j'ai une vingtaine de feuillets, tapez la machine en espagnol. C'était Claude Poher du CNES qui s'était procuré ça. Et regarde, c'est assez amusant. Ce sont des dossiers qui sont signés par des gens qui prétendent venir d'une autre planète. Alors moi, j'ai accueilli ça avec le sourire. Et je me suis plongé là-dedans et j'ai trouvé des informations technico-scientifiques qui me paraissaient relativement solide. Bon, j'en parle dans le livre sur des choses concernant la résistance des matériaux, la mécanique des fluides, etc. Alors, j'ai été tenté d'aller plus loin, et puis j'ai commencé à sortir de ça un petit peu d'informations scientifiques. Ça a orienté mes travaux. Puis je vous dis, j'aurais jamais rien publié si j'avais pas fait ce coup en 88-89 sur la relativité générale. Je veux dire qu'il y a quand même une chose, c'est qu'en 6 mois, je me suis recyclé en relativité générale et j'ai sorti un boulot, je dirais, au top niveau dans le domaine en 6 mois. C'est un peu court. Alors, donc ça ne se produit que quand on connaît la solution. Alors ça, on est bien persuadé de la qualité de vos travaux scientifiques. D'ailleurs, tous vos collègues les reconnaissent. Il n'y a jamais eu de contestation. Jamais personne nous a téléphoné en disant cet homme est un farceur. Mais là, quand vous nous dites que le 28 mars 1950 à 4h16 GMT sont arrivés dans les Alpes de Haute-Provence, aujourd'hui près de Digne, des petits hommes verts, qui étaient pas verts d'ailleurs du tout, mais qui sont des humides, des extraterrestres, on a besoin de vous croire. C'est pas moi qui dis ça. C'est pas moi qui dis ça. Je veux dire, ce sont ces documents qui le disent. Moi, je suis scientifique, je fais une analyse de contenu. J'ai raconté ce qui se trouvait dans ces documents, mais en le présentant comme tel. Alors, on parle plus de vous, on parle des documents maintenant. Oui, on parle donc, ces documents vous disent que ces êtres sont restés sur Terre, ils ne sont
leur partie, voilà. Et ils sont parmi nous. En faible quantité. Oui, quand on a un dossier comme ça, si c'est complètement farfelu, c'est pas crédible. S'il y a un contenu scientifique qui paraît un peu solide, alors à ce moment-là, examinons un petit peu ce que ça raconte. Alors ce que ça raconte, c'est une arrivée sur Terre en 50, et puis une pénétration du système social terrestre, migration en Espagne, avec un certain nombre de choses qui sont racontées aussi dans le bouquin de Martin Castello, des aspects anecdotiques, etc. Alors là-dedans, il y a à chaque fois des choses qui se présentent. Par exemple, je crois qu'on va passer cette cassette tout à l'heure avec cette voix. Oui. Bon, ça aussi, ça représente pas une preuve, par exemple. C'est pas des voix d'extraterrestres, c'est une cassette qu'on m'a communiquée en 75. Moi, je vous l'amène en 91, donc pour vous, elle date de 91. Il y a un côté juridique là-dedans. Hein. On va essayer de l'écouter puisqu'on en parle justement. On peut raconter l'histoire en gros. Oui. Ce qui est donc prétendu, c'est qu'il y a un bonhomme qui rentre une nuit à Madrid à 2h du matin, et puis il fait ce qu'on appelle une rencontre du troisième type. Il trouve une soucoupe volante en panne sur le bord de la route, quoi. Et après, il rejoint Madrid, et puis il raconte cette histoire-là à sa femme, et puis les journalistes s'en emparent, la presse en parle, et à ce moment-là, quelques jours après, il entend des gens qui lui téléphonent avec une voix un peu genre voix de canard. On va écouter cet enregistrement puisque vous nous l'avez amené, donc voix de canard, mais enfin c'est de l'espagnol. Hein. Oui, mais je veux dire que, pour expliquer un petit peu l'histoire, juste un détail, alors les types l'appellent en disant ça nous intéresse, on va venir. Et puis alors comme il connaît des gens qui sont liés à cette affaire Homo, les types se disent mais ça y est, ce sont ces extraterrestres. Donc le jour dit, il n'y a pas Denis et sa femme, il y a 30 personnes qui sont là en véritable embuscade. À ce moment-là, les gars ne viennent pas, téléphonent, et Fariols, qui a un micro ventouse, le colle sur le téléphone et réussit à intercepter les voix. Donc les voix sont on va les écouter. On va l'écouter. Renaud. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas l'espagnol, on a bien compris qu'il s'agissait, monsieur, arrêter la communication, on supplie, etc. Moi, quand j'ai eu cette cassette, je suis allé au labo de phonétique d'Aix-en-Provence et j'ai dit à mon ami Teston, fais-moi un phonogramme de ce truc-là pour voir. Donc, alors, phonogramme, on abscisse le ton, on ordonne la fréquence. Et j'ai dit, qu'est-ce que tu en penses? Il m'a dit, c'est pas une voix humaine. Mais en 75, on avait déjà des vocodères. Mais si la cachette date vraiment de 68, comme l'a présenté l'espagnol, alors ça, c'est intéressant. Parce que là, à ce moment-là, il n'y avait pas de voix. Il n'y avait pas de voix synthétique. On ne savait pas faire des voix de synthèse comme ça. Donc, c'est tout. Je veux dire qu'il faut là-dedans. C'est troublant, obligatoirement. Oui, mais il faut avoir une rigueur un petit peu d'enquêteur. Hein. Et je vous dis, pour vous, journaliste, cette cassette, elle date de 91, parce que je peux très bien l'avoir fabriquée la veille. Quoi. Bon. Il faut rester. Qu'est-ce qui vous fait dire maintenant que les humides sont plutôt blonds et pas verts comme on croyait, qu'ils sont plutôt petits, qu'ils n'ont pas le sens artistique, qu'ils font des... Ça, je veux dire, il y a toute une description donc dont ils sont les auteurs. Hein. On n'est pas allé sur place pour vérifier, quoi. Donc, pigmentation de la peau, la taille, je crois qu'on n'en parle pas. Et moi, j'ai pas d'opinion là-dessus. Simplement, je trouve que derrière tout ça, il y a quelque chose qu'il faut décider, quoi. Qui sont les auteurs de ces documents? Vous dites quand même qu'ils ont une voix nasillarde, donc ils ont pas alors de ils expliquent dans un texte que les sons sont pas produits avec des cordes vocales, mais avec des replis pharyngés. Et ça explique pourquoi à ce moment-là, les fréquences sont différentes et pourquoi la production de son est différente. Ça d'ailleurs avec cet enregistrement qu'on a entendu, quoi. Alors vous dites qu'ils ne sont pas très artistes, en effet, donc ils ont peu le sens artistique, mais qu'en revanche ils se livrent à des concerts d'odeurs, parce qu'ils ont le sens olfactif. Je crois que là ils se trompent complètement sur ce que c'est que l'activité artistique, parce que les concerts d'odeurs c'est plutôt un truc sensuel. Hein, je veux dire, c'est pas exactement. J'ai pas beaucoup assisté à de concerts. Non, mais je crois que, je veux dire, dans ces documents il y a une chose amusante, c'est qu'il y a pratiquement pas de métaphore, il n'y a pas d'imaginaire, il n'y a pas d'imagination, il n'y a aucun humour. C'est dur d'écrire 500 pages comme ça, sans aucun humour. Il n'y a pas d'art plastique, il n'y a pas d'art musical. Alors je crois qu'ils se sont dit, on sait quand même faire des trucs avec les odeurs, donc ça doit être ça qu'on appelle l'art. Bon, alors ils ont une voix, ils ont un alphabet aussi, on va le voir un petit peu comme ça en bas titre avec Renaud Levanquim. Et pendant que vous voyez cet alphabet, là vous avez pu le déchiffrer ou vous avez des idées? Rien du tout, je veux dire qu'il y a des ethnolinguistes qui se sont mis là-dessus, on s'amusait. Moi j'avoue, à chacun son métier. Je veux dire que dans cette masse, il y a des informations, mais dans tous les domaines. Je suis pas biologiste, donc j'ai pas commenté les documents de biologie. Moi j'ai commenté strictement ce sur quoi j'étais intervenu, c'est tout. Et comment vous savez que Sakharov, par exemple, aurait été contacté par les humides? C'est eux qui vous ont dit ça?
Non, je prétends pas ça. Ah non. Je veux dire que j'ai trouvé dans ces documents, donc en 75, des informations sur un modèle cosmologique qui m'avait beaucoup déconcerté. Il n'y a pas un univers mais deux, et dans le deuxième, il y a le temps qui va à l'envers. Déjà, c'est quand même assez curieux. Et en plus, ces deux univers sont énantiomorphes. J'ai dû même chercher le mot dans le dictionnaire parce que je ne le connaissais pas. Et puis en 77, j'ai un peu travaillé là-dessus. J'ai fait une première publication, même deux publications à l'Académie des sciences sur le sujet, qui s'appelle Univers énantiomorphe à temps propre opposé. Et l'éditeur Edouard Michel a même trouvé intéressant de reproduire les publications scientifiques à la fin, qui sont un peu une sorte de pièce de conviction comme ça. Puis alors, j'ai sorti ce travail qui n'a reçu aucun écho dans le monde scientifique, complètement isolé, et en 83, je me suis aperçu dans la publication des œuvres complètes de Sakharov qu'il y avait quelque chose de complètement parallèle, que Sakharov avait aussi fait un modèle gémellaire avec des flèches du temps en opposition. Alors, c'était une première coïncidence, et ensuite, si vous lirez dans le livre, la fin de son discours de réception du prix Nobel, totalement singulier. Oui. Qu'est-ce que ça vient faire? C'est-à-dire, bon, avec votre grille de lecture, c'est vrai que, bon, on se pose des questions. Quand on interroge quand même vos confrères, bon, un certain nombre d'entre eux disent, l'un d'entre eux a dit, par exemple, bon, Jean-Pierre, les ovnis n'existent pas, mais Jean-Pierre Petit a tellement d'imagination qu'il finira bien par les inventer. Qu'est-ce que vous dites? Vous dites que vous n'êtes pas un poète, vous dites que vous êtes vraiment un scientifique. Je veux dire, quand je suis passé à la télévision sur la 5, là, il y a 2 mois, il y avait un scientifique qui a dit les scientifiques sont en droit de prendre n'importe quelle source d'inspiration, poétique ou quoi que ce soit. Oui, Newton a trouvé la gravitation en regardant tomber une pomme. Moi, je lui ai dit, mais moi, je savais que la vitesse de la lumière devait varier, je savais que le produit du rayon de courbure de l'univers pour lequel la vitesse de la lumière était une constante, je savais que je devais avoir une solution à courbure négative, que l'énergie se conservait et pas la masse. Et ça, c'est des informations précises et fortes. C'est un peu comme les chiffres les 8 premiers chiffres d'une combinaison qui en a 10. Et la probabilité de donner des informations comme ça un peu au hasard, ça me paraît très faible. Donc le gars qui a donné cette information-là, étant donné la qualité du travail que ça a produit, connaissait la solution. Bon, alors vous savez bien, quand on invite quelqu'un dans une émission, on essaie de se renseigner quand même sur les gens qu'on invite, on essaie d'éviter les plaisantins. Et ce qui m'a frappé dans votre livre, c'est de découvrir qu'au fond, cette enquête, vous l'avez fait parallèlement à celle que 3 journalistes viennent de publier, cette fois-ci chez Robert Laffont, qui s'appelle La conspiration des étoiles, Martine Castello, Philippe Chambon et Isabelle Blanc. Les 2 derniers sont dans le public. Ils ont délégué Martine Castello pour parler de ce livre. Et vous confirmez entièrement ce que Jean-Pierre Petit annonce, ou en tout cas... Presque, mais pas tout à fait quand même. Je devrais dire d'abord que il n'y a aucune preuve des théories de Jean-Pierre Petit. Ce sont des théories très bien ficelées qui ont été exposées dans des revues scientifiques. Mais tant qu'on n'aura pas vérifié par l'expérimentation ces théories, il n'y a aucune preuve de leur véracité. Ça colle avec l'observation, attention. Hein. D'accord, il n'y a pas eu de véritable observation dans tous les domaines. Non, mais ça colle avec l'observation. Mais ce sont des théories qui tiennent bien la route. Donc c'est un premier point. Deuxièmement, il y a quand même quelque chose d'étonnant, c'est que les Espagnols, ils n'ont pas que ce petit enregistrement. Ils ont des conversations qui durent 7 heures au téléphone avec les Zoumites. Ils n'en ont jamais fait d'autres enregistrements. Donc je ne comprends pas. Chaque fois qu'on leur a posé la question, ils nous disent « Mais c'est pas possible, on peut pas, si on enregistre, ils vont couper, ils vont plus jamais nous appeler. » C'est ce système de croyance, c'est très difficile de faire une enquête sur le terrain parce que ce sont des gens qui croient à l'affaire et qui vivent autour de cette affaire depuis des années. Ça fait 30 ans quand même que ça dure. Hein. Donc c'est très difficile de trouver des preuves. En dehors, les seules preuves, si vous voulez, je ne sais pas si ce sont, mais ce seraient les travaux scientifiques de Jean-Pierre. Il a raison de se mettre dans ce domaine et uniquement dans ce domaine. Parce que pour le reste, c'est vraiment touffu. C'est passionnant comme histoire. Nous, on s'est vraiment amusé à faire cette enquête. C'est vrai que ça nous a entraînés dans un autre monde. Et c'est vrai que ça m'a ouvert l'esprit sur d'autres réalités. Mais je ne sais plus aujourd'hui si cette affaire, elle tient la route ou pas, parce qu'à chaque fois qu'on tient quelque chose, ça nous file entre les doigts. Alors, il y a en effet, vous parliez des Espagnols, il y a Antonio Ribera qui a écrit ce livre, Les extraterrestres sont parmi nous, sont-ils parmi nous, avec le point d'interrogation. Vous-même, vous êtes allé avec vos confrères enquêter en Espagne. En URSS aussi. En URSS également. Et pour juste un petit mot sur l'Espagne, parce qu'il y a dans votre livre un passage assez passionnant sur l'histoire d'une main coupée. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette main, l'histoire de cette main? Oh, c'est compliqué, c'est horrible. Mais vous pouvez y aller, parce que ça date d'il y a longtemps maintenant, donc il y a prescription, hein, ça date de 54 à peu près. Alors, bon, je vais essayer de vous la résumer. Hein. C'était une comtesse qui habitait Albacete, c'est une ville dans le sud de l'Espagne, et elle était un peu farfelue, un peu fantaisiste. Et puis, un jour, elle a reçu des hôtes payants qui lui ont demandé de lui louer une partie de son appartement. Et elle leur a loué une partie de cet appartement. C'était des gens très bien. Donc, je vous fais la description. Grand, blond, les yeux bleus. C'est la description des Zoumites. Hein. C'est comme ça qu'ils se présentent. Hein.
et elle leur a loué sa maison. Et puis, au bout d'un certain temps, sa fille, la fille de la comtesse, est tombée malade. Et puis, on l'a enterrée d'une maladie étrange. C'est une sorte d'anémie qu'elle a eu. Et puis, on s'est aperçu que dans sa tombe, elle avait eu la langue et la main coupées. Donc, on a accusé la comtesse de sorcellerie. Parce qu'elle était tellement fantaisiste, on s'est dit, elle s'est peut-être livrée à des sorcelleries. Donc, il y a eu un procès retentissant en Espagne. Et puis on a cherché la main aussi. Voilà, on a cherché la main, on l'a retrouvée dans un bocal, dans l'appartement. Et puis la comtesse a fini par s'en sortir, et puis toute cette affaire a été étouffée. Et quelques années plus tard, des Espagnols qui ont reçu des lettres, et c'était une lettre d'excuse des Zoumites qui s'expliquait comme telle. Alors je vous dis ce qu'il disait. Voilà, nous avions loué un appartement à Albacete pour faire nos expériences scientifiques de biologie dans la cave, et puis il y a un virus qui s'est échappé et elle a contaminé la fille de la comtesse, donc on a été obligé de lui couper la main et la langue. Oui, on a été obligé de récupérer ces pièces parce qu'elle pouvait avoir des problèmes et puis on pouvait Donc il y a eu une lettre d'excuse. Voilà, on est vrai parce qu'ils sont très polis les Soumites dans leur lettre. Et vous ont écrit déjà vous ou pas? Non, hélas non. Bon, si jamais ils nous écoutent, ils peuvent écrire. Martine Costello peut vous écrire au journal. Hein. C'est le Figaro, madame. Vous avez travaillé dans des journaux très sérieux, Libération et autres. Jean-Pierre aussi serait content d'avoir une lettre, mais jusqu'à présent, ce sont toujours les Espagnols qui se sont dévoilés. Il paraît qu'ils ont écrit dans le monde entier, parce que quand on voit les cachets de la Poste, ça provient d'Australie, de partout. Ils disent qu'ils ont des interlocuteurs dans le monde entier, mais pour l'instant, nous, on a trouvé que les Espagnols. Et est-ce que vous serez capable de les reconnaître comme ça? Est-ce que dans la rue, par exemple... Je surveille quand même, depuis... Quand j'ai dans cette... En plus, je crois que c'est sérieux, parce que vous avez été une fois abordé lors d'un festival qui est assez connu. Voilà, ça a commencé comme ça, mon histoire, parce que moi, j'étais plutôt, je résume, j'étais journaliste scientifique, vous voyez, bon, assez rationnel. Et puis j'étais à un colloque à Puy-Saint-Vincent, et il y a un journaliste qui me poursuivait partout comme ça, et puis je me disais mais qu'est-ce qu'il veut? Et puis à la fin, au retour du colloque, il s'est assis en face de moi et il m'a dit, est-ce que tu connais l'affaire Oumite? Alors je lui ai dit, mais non, pas du tout. Alors il a commencé à me raconter cette affaire qui est assez étonnante. Des extraterrestres qui écrivent des lettres tapées à la machine, qu'ils envoient partout. Je lui ai dit, mais c'est n'importe quoi, encore une folie. Et puis dans le compartiment, il y avait un scientifique qui était en face et qui a dit, mais non, c'est une affaire très intéressante, c'est un scientifique d'un haut niveau. Vraiment, vous devriez examiner ces lettres. Alors bon, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose. Puis quelques jours après, j'ai été voir d'autres chercheurs dans le cadre de mon travail de journaliste scientifique, donc Stéphane Hawking et d'autres chercheurs, des astrophysiciens. Et puis en m'amusant à la fin des interviews, comme j'étais dans cette histoire, je demandais, mais est-ce que vous connaissez l'affaire Humo? Et puis alors, il me dit, chut, n'en parlez pas, je vais vous expliquer ça. Donc, à chaque fois, je tombais sur des chercheurs qui étaient au courant de cette affaire. Je me suis dit, il doit y avoir vraiment quelque chose, c'est peut-être pas une bêtise. C'est comme ça que j'ai remonté toute l'histoire et que je suis retombée sur Jean-Pierre Petit, enfin. Est-ce que je peux dire un petit mot? Allez-y. Je veux dire que cette affaire-là, elle n'a pas qu'un côté folklorique, amusant. À partir des années 60... Il y a quand même un côté amusant, Jean-Pierre. Non, c'est pas ça. Je veux dire que si on me demandait ce que j'en retire, moi, sur le plan personnel, c'est un coup d'œil sur ce qui se passe sur Terre actuellement. Et en 75, il y avait des informations assez précises sur les armes à énergie dirigée. Moi, ça m'a amené à faire un voyage à Sandia, à Livermore, aux États-Unis, et j'en suis revenu avec une vision tout à fait globale de ce qu'allait devenir la guerre des étoiles des années plus tard. Puis ça continue en 79, en 83, en 85. Oui, il y a des informations. Nos développements scientifiques. Oui, mais sont bien placés en tout cas. Non, pas ouais. nos développements scientifiques, nos développements scientifiques militaires. Oui. Et ce qui est raconté là-dedans est très inquiétant. Il y a quand même une chose qu'il faut bien se dire, c'est qu'en 39, un bombardier emmenait une bombe d'une tonne qui pouvait détruire un bâtiment. 6 ans plus tard, on avait 12 000 tonnes avec Hiroshima. En 65, 20 ans plus tard, on avait 100 mégatonnes. Je crois que personne n'imagine ce que c'est qu'une bombe de 100 mégatonnes. C'est 10 000 fois Hiroshima. Et ce que ces textes nous racontent, c'est qu'on ne s'est pas arrêté là. On a continué. Et la question, si vous voulez, qui s'extrait de ces documents, qui dépasse largement le problème cosmologique ou des choses de la main coupée, etc., c'est est-ce qu'on dispose actuellement d'armements antimatière? C'est-à-dire qu'actuellement, on a un plan de désarmement. Est-ce que c'est un vrai plan de désarmement ou est-ce que c'est pas un leurre? Est-ce que derrière, il n'y a pas des armes infiniment plus puissantes? Alors, puisque vous parlez de l'heure, nous-mêmes, on est en droit de vous poser la question. Est-ce que vous n'êtes pas victime d'un leurre, comme par exemple une grande partie de la communauté scientifique
lorsqu'elle a découvert, par exemple, vous savez, ces fameux cercles mystérieux en Grande-Bretagne. C'est facile à faire, ça. C'est facile à faire. Ah oui, mais on le dit maintenant. C'est un beau canular, ça dure depuis 30 ans quand même. Oui, ça durait longtemps. Hein. Ces deux petits pépés là qu'on voit là, les deux agriculteurs anglais. Voilà, ils nous montrent comment ils faisaient des cercles. Mais moi, je me souviens quand même qu'il y avait des scientifiques très sérieux qui nous expliquaient que vu d'en haut. Moi, je m'étais pas intéressé à ça. Non, ça c'est vrai. Vous n'étiez pas de ceux-là, mais beaucoup de gens étaient persuadés que c'était des coups. Je veux dire que dans cette logique-là, il faudra trouver les pépés cosmologistes qui se sont amusés pendant 28 ans à donner des informations scientifiques. Hein. Bon, alors si c'est ça la question. Ils peuvent se dévoiler là aussi. Absolument, si jamais il y a des charlatans qui ont essayé ça, bon, ils peuvent nous écrire. Daniel Costel, vous êtes interpellé, comme on dit, par ce type de révélation, non? Oui, enfin, vous savez, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs domaines. Le domaine de la croyance, le domaine de la science et le domaine de la science-fiction. Science-fiction, c'est-à-dire la poésie, et c'est somme toute tout à fait respectable, je veux dire. Donc vous n'y croyez pas, soyons clairs. Hein. Non, vous savez, je vais vous dire, j'ai pris l'habitude de tout croire. Je crois que c'est mieux. Parce que on peut aussi bien m'interpeller sur la Vierge, sur Fatima et sur la croyance en Dieu. Et on va voir ça tout à l'heure. En effet, vous étiez, on ne peut plus. Je suis tout prêt à croire. Je ne suis pas de croire, hein. Moi, je suis pas un homme de croyance. Là, c'est pas une croyance. Moi, je ne suis pas un homme de croyance. Vous voyez, ce qui est formidable d'ailleurs, c'est qu'on nous interpelle aussi quand on croit. Oui, c'est vrai. Si je disais je ne crois pas, on me dirait mais vous avez tort, c'est croire, j'ai fait une très bonne expérience scientifique, etc. Il faut être sceptique ouvert. Nous, on a essayé de faire une enquête de sceptique ouvert. Je ne suis pas sceptique et je suis ouvert. Voilà. Jean-Marc Al, vous êtes plutôt sceptique, ouvert, fermé Je dirais que je ne suis ni sceptique ni ouvert. Je pense que c'est une réponse de Normand, bien que je sois breton et irlandais, mais peu importe. Je pense que l'un et l'autre, vous avez raison, parce que quand on a quand même des documents scientifiques et qu'on peut les prouver, il y a quelque chose qui me paraît étrange, qui me paraît mystérieux. Moi, j'ai d'autres choses qui me paraissent mystérieuses, que je n'explique pas, mais je suis bien obligé de reconnaître qu'il y a quelque chose là qui est à prendre en considération. Alors, puisqu'on parle scientifique, je crois qu'au téléphone, me dit Yannick Jossin, nous avons l'un de vos confrères, Jean-Pierre Petit, qui nous téléphone. Qui êtes-vous, monsieur? Oui, c'est Jean-Claude Ribes, directeur de recherche au CNRS et directeur de l'Observatoire de Lyon. Je voudrais faire un commentaire à propos de ce que Jean-Pierre Petit disait tout à l'heure sur la cosmologie et son origine humide. Bon, ce qui est très frappant dans ce qu'il nous dit, c'est qu'il n'y a rien eu de révolutionnaire dans ces écrits humides. Il n'y a pas eu de choses qui aient changé. Simplement, il y a des choses qui sont compatibles avec ce qu'on sait, avec ce qu'on savait. Ça, c'est pas vrai. Et qui correspondent à ce que Sakharov avait publié il y a 20 ans. Donc, c'est intéressant. Ça montre que ce sont des gens, des terriens compétents qui ont organisé cette chose. Mais il n'y a rien de révolutionnaire. Jean-Claude, c'est pas vrai. C'est que si on avait des extraterrestres qui nous fassent une communication, on aurait quelque chose de vraiment étonnant. Et c'est ça que je voudrais faire remarquer. On n'a rien de surprenant, on n'a rien d'extraterrestre. D'accord. Alors là, Jean-Pierre. Moi je réponds. Jean-Claude Ribes, il n'est pas spécialiste en cosmologie théorique, première chose. Il est comme vous, directeur de recherche au CNRS. Oui, mais il n'est pas spécialiste dans le domaine. Et ensuite, il n'y a pas de cosmologie à vitesse de la lumière variable. Et ce travail de cosmologie est solution de l'équation de champ. Et lorsque je suis passé dans l'émission avec Jean-Claude Ribes, il avait dit, vous savez, des modèles cosmologiques, il y en a plein. Non, des modèles qui sont solution de l'équation d'Einstein, il y en a 3, c'est tout. Bon. Alors, en tout cas, vous êtes, je peux vous dire, très convaincant parce que vous parlez avec fougue d'un sujet que vous La science, c'est la science, point. De bien par Jean-Pierre Petit, donc 54 ans, directeur de recherche au CNRS. Il est ingénieur en aéronautique de formation. Je dis tout ça pour montrer que vous êtes un homme sérieux, parce que parfois il y a des gens qui se posent des questions. Vous avez publié un ouvrage sur les ovnis, et puis là, vous allez un peu plus loin, puisque chez Albin Michel, vous publiez cette enquête sur des extraterrestres qui sont déjà parmi nous. Et l'histoire que vous nous contez au tout début de ce livre est proprement fantastique, puisque vous nous racontez qu'en 1934, il y a eu des essais radio à bord d'un navire de pêche norvégien, que ces essais radio sont allés vers le ciel et qu'ils ont fini par toucher au bout de 15 ans une planète qui s'appelle Humo. Et donc cette planète, au bout de ces 15 années-lumière, a été touchée par ces signes qui venaient de Terre. Et les Humides, donc les habitants d'Humo, ont décidé, puisqu'ils avaient vu ce petit signe qui venait de la Terre, ils ont décidé de venir parmi nous, ce qu'ils ont fait l'année suivante.
Et alors, d'abord, je voudrais préciser une chose, c'est en accord avec ma direction générale, je parle au nom de Jean-Pierre Petit, directeur. Et non pas du CNRS, on est d'accord. Et non pas du CNRS. Bon, je suis absolument pas marginal. Et ensuite, je veux dire, bon, enquête sur des extraterrestres qui sont déjà parmi nous. Ma position, moi, c'est que j'ai étudié pendant 15 ans un dossier. J'ai planché sur les données scientifiques qui étaient dedans. Et j'en ai sorti une solution de l'équation d'Einstein, de la relativité générale. Donc c'était un travail d'un assez haut niveau. Et j'aurais pas pu faire ce travail-là si j'avais pas eu ces données scientifiques présentes dans ces textes. Donc ceci, plus un certain nombre de faits qui sont racontés dans le livre, me laisse à penser que la probabilité pour que ce dossier soit d'origine terrienne me paraît faible. Vous voyez, la position des scientifiques, c'est pas je crois et c'est pas le présent. La probabilité me paraît faible. Maintenant, si un jour on pouvait m'amener les 5 PP cosmologistes qui se sont amusés pendant 28 ans à envoyer des documents et des informations scientifiques à site de farce. Vous ne seriez pas gêné d'être confondu? Eh bien, je dirais, bon, à ce moment-là, vous m'avez manœuvré pendant 15 ans, chapeau. Simplement, je pense qu'il est peu probable que ça se produise. Alors, expliquez-moi pourquoi, parce que c'est vrai que votre théorie est très séduisante, bien entendu, mais pourquoi vous êtes persuadé que cette arrivée donc des extraterrestres s'est passée en 1950, pas très loin de Digne, etc. Ça me paraît étonnant. Je suis pas persuadé. Vous voyez, il y a un tas de papier qui fait 1500-2000 pages, dans lequel il y a deux choses. Il y a un aspect, si vous voulez, anecdotique, avec ce que ces textes racontent. Nous sommes arrivés en 50, nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Ça, j'ai aucune preuve que ce soit vrai. Maintenant, la seule chose que je dis, moi, c'est que là-dedans, il y a des informations scientifiques de très haut niveau, solides, que la présomption donc du canular grossier me paraît peu probable, que la manipulation par un organisme genre CIA aussi me paraît peu probable. Et puis, de quel côté qu'on tire les ficelles de ce dossier, on trouve des choses assez curieuses. Alors, vous savez comment sont les journalistes, ils aiment recouper leurs sources. J'imagine qu'un scientifique fait la même chose. Est-ce que vous êtes persuadé de l'origine de vos sources? D'abord, comment vous arrivent ces papiers, ces informations, ces messages? Je veux dire que ça a commencé il y a 15 ans. Un de mes collègues, qui est astronome, m'a dit, tiens, j'ai une vingtaine de feuillets, tapé la machine en espagnol. C'était Claude Poher du CNES qui s'était procuré ça. Et regarde, c'est assez amusant. Ce sont des dossiers qui sont signés par des gens qui prétendent venir d'une autre planète. Alors moi, j'ai accueilli ça avec le sourire. Je me suis plongé là-dedans et j'ai trouvé des informations technico-scientifiques qui me paraissaient relativement solide. Bon, j'en parle dans le livre sur des choses concernant la résistance des matériaux, la mécanique des fluides, etc. Alors, j'ai été tenté d'aller plus loin, et puis j'ai commencé à sortir de ça un petit peu d'informations scientifiques. Ça a orienté mes travaux. Puis je vous dis, j'aurais jamais rien publié si j'avais pas fait ce coup en 88-89 sur la relativité générale. Je veux dire qu'il y a quand même une chose, c'est qu'en 6 mois, je me suis recyclé en relativité générale et j'ai sorti un boulot, je dirais, au top niveau dans le domaine en 6 mois. C'est un peu court. Alors, donc ça ne se produit que quand on connaît la solution. Alors ça, on est bien persuadé de la qualité de vos travaux scientifiques. D'ailleurs, tous vos collègues les reconnaissent. Il n'y a jamais eu de contestation. Jamais personne nous a téléphoné en disant cet homme est un farceur. Mais là, quand vous nous dites que le 28 mars 1950 à 4h16 GMT sont arrivés dans les Alpes de Haute-Provence, aujourd'hui près de Digne, des petits hommes verts qui étaient pas verts d'ailleurs du tout, mais qui sont des humides, des extraterrestres, on a besoin de vous croire. C'est pas moi qui dis ça. C'est pas moi qui dis ça. Je veux dire, ce sont ces documents qui le disent. Moi, je suis scientifique, je fais une analyse de contenu. J'ai raconté ce qui se trouvait dans ces documents, mais en le présentant comme tel. Alors, on parle plus de vous, on parle des documents maintenant. Oui, on parle donc, ces documents vous disent que ces êtres sont restés sur Terre, ils sont repartis, et ils sont parmi nous. En faible quantité. Oui, quand on a un dossier comme ça, si c'est complètement farfelu, c'est pas crédible. S'il y a un contenu scientifique qui paraît un peu solide, alors à ce moment-là, examinons un petit peu ce que ça raconte. Alors, ce que ça raconte, c'est une arrivée sur Terre en 50, et puis une pénétration du système social terrestre, migration en Espagne, avec un certain nombre de choses qui sont racontées aussi dans le bouquin de Martin Castello, des aspects anecdotiques, etc. Alors, là-dedans, il y a à chaque fois des choses qui se présentent. Par exemple, je crois qu'on va passer cette cassette tout à l'heure avec cette voix. Oui. Bon, ça aussi, ça représente pas une preuve, par exemple. C'est pas des voix d'extraterrestres, c'est une cassette qu'on m'a communiquée en 75. Moi, je vous l'amène en 91, donc pour vous, elle date de 91. Il y a un côté juridique là-dedans. On va essayer d'écouter, puisqu'on en parle justement. Là, on peut raconter l'histoire en gros. Oui. Ce qui est donc prétendu, c'est qu'il y a un bonhomme qui rentre une nuit à Madrid à 2h du matin, et puis il fait ce qu'on appelle une rencontre du troisième type. Il trouve une soucoupe volante en panne sur le bord de la route, quoi. Et après, il rejoint Madrid, et puis il raconte cette histoire-là à sa femme, et puis les journalistes s'en parlent, la presse en parle, et à ce moment-là, quelques jours après, il entend des gens qui lui téléphonent avec une voix un peu genre voix de canard. Bon, on va écouter cet enregistrement puisque vous nous l'avez amené. Donc,
Guadalcanal, enfin c'est de l'espagnol. Hein. Oui, mais je veux dire que, Oui. pour expliquer un petit peu l'histoire, juste un détail, alors les types l'appellent en disant ça nous intéresse, on va venir. Et puis alors comme il connaît des gens qui sont liés à cette affaire Homo, les types se disent mais ça y est, ce sont ces extraterrestres. Donc le jour dit, il n'y a pas Denis et sa femme, il y a 30 personnes qui sont là en véritable embuscade. À ce moment-là, les gars ne viennent pas, téléphone, et Fariols, qui a un micro ventouse, le colle sur le téléphone et réussit à intercepter les voix. Donc les voix sont enregistrées, on va les écouter. On va l'écouter. Renaud. Bon. Pour ceux qui ne comprennent pas l'espagnol, on a bien compris qu'il s'agit